Chères participantes et chers participants, nous allons à cette leçon voir les différents éléments que l'on peut dire autour de l'énergie éolienne. Ce cours sera divisé en deux parties. La partie 1 explique l'origine de l'énergie éolienne, d'où vient le vent et ses caractéristiques physiques. On va examiner aussi le potentiel dans le monde, l'Europe et dans la Suisse. Et puis finalement, comment fonctionne une éolienne, un historique sur cette utilisation du vent, et on va parler des technologies d'aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà vu à la leçon 15, c'est le Soleil qui est à l'origine des vents et des principaux courants de l'atmosphère. Le modèle simplifié ici à gauche montre que les mouvements qui sont générés par l'irradiation solaire sont liés essentiellement à la variation d'intensité entre les différentes latitudes. Et on voit que l'échauffement est bien sûr plus important vers l'équateur qu'il ne l'est sur les pôles, ce qui génère des courants à travers l'atmosphère. Sur le modèle de droite, ici, on voit qu'en réalité, il y a d'autres effets qui interviennent, qui sont liés à la rotation de la Terre, aux hétérogénéités de surface, qui conduisent à ce modèle plus réaliste avec toute une série de tourbillons importants au niveau de notre atmosphère. Comme nous l'avions vu aussi, l'énergie qui peut être obtenue à partir du vent varie avec la puissance 3 de la vitesse. Alors, si on a des vitesses de vent ici de l'ordre de 5 à 10 mètres par seconde, par exemple, eh bien, on voit que la puissance générée, elle, va varier avec ce rapport V au cube. Et finalement, dans la courbe de droite, ici, on voit que si on a un rayon d'éolienne de plus en plus grand, eh bien, on va être capable de produire d'autant plus de puissance avec l'éolien, et selon cette formule-là. Comme attendu, le potentiel au niveau mondial est très différent d'une région à l'autre. Les zones rouges sont les zones les plus ventées avec des vitesses moyennes qui vont jusqu'à 9 mètres par seconde à un niveau de 80 mètres de hauteur au-dessus du sol. Ces zones comprennent notamment le centre des États-Unis, de l'Amérique du Nord, ou bien plus particulièrement toutes les zones proches de la mer du Nord qui vont de la Grande-Bretagne à la Hollande, bien sûr, et le Danemark, qui sont des pays qui sont connus pour leur forte mise en évidence de l'éolien. En zoomant sur l'Europe, on peut visualiser les zones colorées qui ont le plus grand potentiel, que ce soit sur Terre pour les zones orange ici, ou bien en mer avec ce qu'on appelle le développement offshore, qui est représenté ici en vert. On retrouve bien sûr les côtes du Portugal qui sont très ventées. On retrouve toute la zone du nord de l'Allemagne, du Danemark, de la Hollande et de la Grande-Bretagne, où le potentiel éolien est très fort. Malheureusement, notre Suisse au milieu n'est pas dans une zone à très grand potentiel et on n'est pas gâté à cet égard. Cette carte de Suisse montre en rouge les zones les plus favorisées sur la base de la vitesse à 50 mètres de hauteur. On y retrouve les crêtes du Jura et bien sûr les Alpes dans lesquelles on a un potentiel de vent qui est important. On a également des zones comme la zone de la vallée du Rhône, près de Martigny, où sont installées 3 grandes éoliennes à l'heure actuelle. Si on élève notre appareil de mesure à 100 mètres de hauteur, on voit ici à droite apparaître d'autres zones intéressantes sur le plateau et dans la région baloise, par exemple. Rappelons-nous comment fonctionne une pale d'éolienne. Comme pour une aile d'avion, le mouvement de l'air génère deux forces perpendiculaires appelées la portance, ici c'est la flèche en bleu clair, et la traînée qui est la
flèche rouge. La résultante de ces deux forces peut être elle-même décomposée en deux forces bien distinctes, une, la jaune, qui va aller dans le mouvement de l'éolienne et qui va donc travailler, qui sera une force utile, et puis une force inutile, mais qu'il va falloir prendre en compte tout de même sur les paliers de la machine, et qui est la flèche brune. Sur cette figure, on voit les principaux composants d'une éolienne. Ça commence par le moyeu, ici en 1, la nacelle, qui est l'ensemble de la zone brune, ici, y compris le générateur. Et puis finalement, on a bien sûr un mât qui est important et une plateforme de fondation en béton qui permet de tenir le tout. Bien sûr, nous avons les pales elles-mêmes de l'éolienne qui produisent le couple qui vont entraîner la génératrice ou le générateur. Le relief et la nature du terrain influenceront à la fois la vitesse et la direction du vent à proximité du sol. Et donc, on a tout intérêt à positionner les éoliennes le plus haut possible pour avoir le champ de vitesse le plus régulier possible. Mais il faut tenir compte, bien sûr, de tous ces effets de sol qui ne sont pas négligeables suivant les obstacles auxquels on a à faire face. Retrouvons sur ce diagramme la courbe de variation de puissance en fonction de la vitesse du vent, et cette courbe est une fonction de la vitesse au cube, comme nous l'avions vu. Malheureusement, nous ne pouvons pas récupérer toute cette puissance disponible, et en réalité, nous allons avoir la courbe bleue qui va représenter la puissance que l'on va pouvoir récupérer au niveau de l'arbre tout d'abord et du générateur ensuite. Et cette courbe bleue commence par une vitesse minimale qu'il faut avoir pour entraîner l'éolienne. Ensuite, on a la courbe qui varie aussi à peu près avec le cube de la vitesse. Et finalement, on atteint la puissance nominale, ici en 2. Et là, la génératrice et l'ensemble ne pourra pas générer plus de puissance. Et par conséquent, on a un plateau jusqu'à une chute brusque, parce que si on a des vitesses qui deviennent beaucoup trop importantes, il s'agira d'arrêter l'éolienne avant de tout casser. Historiquement, l'homme utilise l'énergie des mouvements de l'atmosphère, donc les vents, depuis des temps très reculés, soit pour la navigation à voile, comme on le voit ici à gauche. Ça, c'était une fresque égyptienne représentant vraiment ces bateaux à voile de l'époque. Et autrement, avec des dispositifs qui permettent notamment le pompage de l'eau, qui était une des préoccupations. Et ici, on retrouve un ancien moulin à vent dans la Perse au 7e siècle, qui correspondait à peu près à un précurseur des éoliennes à axe vertical que l'on verra apparaître ultérieurement. Si on poursuit un peu notre historique, c'est clair qu'un pays a contribué énormément au développement de l'éolien, ce sont les Pays-Bas. Sur cette carte ici, on voit l'ensemble de la mer qui existait avant, avec au milieu par exemple Amsterdam. Et puis si on passe maintenant à la carte de droite, on s'aperçoit qu'une grande partie de ces territoires ont pu être purgés de leur eau grâce à des systèmes de pompage alimentés par l'éolien. Et il y avait des systèmes de multiplication d'éoliennes, de moulins à vent en série pour permettre gravitairement de faire remonter cette eau jusqu'au niveau de la mer et jusqu'au niveau extérieur ici des Pays-Bas qui sont équipés de digues comme on le sait. En ce qui concerne la production de l'électricité, c'est encore une fois au 19e siècle qu'on trouve l'origine des dispositifs ingénieux qui vont permettre de produire de l'électricité, avec notamment l'éolienne de Charles Bruch, un Américain, qui avait 144 pales et un diamètre de 17 mètres pour produire environ 17 kilowatts.
Puis on a vu apparaître les éoliennes à 2 pales, comme on a ici, à 4 pales à partir des années 1930, et finalement on a convergé à partir des années 50 sur des éoliennes à 3 pales, qui sont les éoliennes qu'on utilise de loin le plus de nos jours. Sur ce graphe, on a représenté les caractéristiques de différents types d'éoliennes, et l'axe vertical représente le coefficient de puissance, le rendement si on veut, et on s'aperçoit que cette puissance est limitée, ou ce rendement est limité par une limite qu'on appelle la limite de Betz, qui fait qu'on ne peut pas récupérer plus d'énergie que cette limite-là. Essentiellement, il faut bien que l'air puisse sortir de l'éolienne, et on ne peut pas ralentir l'air jusqu'à une vitesse zéro. Ce qu'on voit, c'est que les machines à axe horizontal, qui sont les tripales, correspondent à cette courbe-là. On a eu dans le passé aussi des éoliennes bipales, et puis voir aussi des éoliennes monopales qui sont, comme représenté ici, beaucoup plus difficiles à équilibrer. Et puis, il y a aussi d'autres concepts comme les éoliennes de type Darius, qui sont représentées ici avec cette courbe-là, à des coefficients, des rapports de vitesse en bout de pale par rapport à la vitesse du vent, qui sont plus faibles. Et finalement, on trouve aussi les moulins américains qui sont, par exemple, représentés ici en 5, qui sont essentiellement utilisés pour de l'irrigation. Mais globalement, on peut dire qu'on a une courbe, comme représentée ici en violet, de l'ensemble des machines à axe horizontal, sachant que de nos jours, c'est de loin les machines tripales qui dominent largement le marché. La partie 2 du cours traitera de la recherche de la hauteur et des nouvelles technologies qui essayent de le faire, la problématique des fermes éoliennes, l'évolution de l'éolien en Suisse et dans le monde, les avantages et inconvénients de l'éolien, et finalement des conclusions générales.